Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire où nous allons parler de gouvernance analytics. Je suis Jérôme Tocan, donc le fondateur de RapidViews, et je suis accompagné de Julien Dugrip, Bonjour. notre directeur technique. Alors tous les micros sont coupés. N'hésitez pas à poser des questions à travers l'outil de chat que vous avez à votre disposition. On prendra l'ensemble de vos questions à la fin de la session. Le webinaire devrait durer à peu près 45 minutes. Alors, gouvernance analytics. De quoi on parle ici, en tout cas comment nous on se positionne par rapport à ce terme-là. Alors, on considère, hein, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes dans le monde des analytics, on est d'accord qu'un projet analytics, c'est quoi? C'est en tout cas un projet data warehouse, on est d'accord, c'est l'art d'extraire de la donnée de différentes sources pour au final donner à des utilisateurs la capacité de piloter leur activité. Aujourd'hui, on pilote une activité en termes d'analytics à travers la visualisation d'indicateurs dans un ou plusieurs outils de reporting, hein, les plus connus, Webi, SAC, Power BI, Digdash, Qlik, Tableau Software, Analysis for Office. Et donc, pour ça, eh bien, on extrait les données des différentes sources, on construit ce qu'on appelle des entrepôts de données, parce que dans le monde des analytics, on est obligé de remodéliser la donnée pour les mettre dans un format qui est fait justement pour la création d'indicateurs. On appelle ça un entrepôt de données avec ces fameux concepts de schéma en étoile et de data mart, data warehouse. Et on fait ça avec des outils d'extraction de données. Vous voyez toute la complexité que l'on doit mettre en place aujourd'hui pour être capable donc d'accéder et de créer des analytics avec au milieu ce concept de couche sémantique, hein, ou de la technique. On va renommer pour fournir des champs visibles et compréhensibles aux utilisateurs qui consomment ces champs à travers des outils de reporting. Voilà. On peut quand même en parler rapidement parce qu'on est d'accord, hein, aujourd'hui la donnée explose, certains d'entre vous doivent être peut-être très techniques, comprennent tout ça, l'utilisateur souvent qui est côté métier a peut-être du mal à comprendre toute la complexité qu'il y a derrière et comprend peut-être pas toujours pourquoi c'est si compliqué d'avoir ce qu'il demande. Voilà. Et si on pouvait faire évoluer tout ça et avoir des outils qui permettraient de satisfaire un peu tout le monde. Donc, c'est ce dont on va parler. Donc, attention, quand on parle de gouvernance, c'est toujours un peu comme c'est un peu, attention, un peu des gros mots. Hein, c'est comme l'IA aujourd'hui, on met l'IA partout, paraît-il. C'est un peu comme le sel, hein, dans la nourriture. Bon, paraît-il. Voilà. En tout cas de gouvernance, on parle beaucoup d'outils qui font des outils de data gouvernance, donc les plus connus, hein, les gros acteurs du marché, ça s'appelle Alation, Colibra, hein, c'est des gros acteurs américains. En France, on va trouver des sociétés plus petites qui s'appellent Data Galaxy. C'est souvent des outils qui vont vous permettre d'aspirer toutes les données de l'entreprise. Donc, ils ont des centaines de connecteurs pour aspirer tout ce qu'on peut trouver dans une entreprise et être capable d'avoir une vision globale de toute la data d'une entreprise. Nous, on n'est pas dans ça, on est vraiment sur un sujet beaucoup plus petit et beaucoup plus focus qui est autour des analytics, donc autour de ce dont j'ai parlé avant, tout ce qui touche à l'entrepôt de données, à la couche sémantique et aux indicateurs et à la mécanique de reporting. Donc, est-ce qu'un outil de gouvernance analytics peut apporter la valeur, un, pour les managers, les BI managers, les développeurs et ceux qui sont responsables des analytics dans les entreprises, et aussi aux utilisateurs qui consomment des rapports. Donc, c'est sur cela que nous sommes positionnés. Donc, RapidViews est un acteur, est un éditeur de logiciels qui accélère le temps des déploiements des projets analytics. Pour faire cela, on a deux familles de produits majeurs. La première, ce sont des contents. Donc ça, ces contents, ce sont des data mart, data warehouse pré-packagés, mais que pour le monde de SAP. Parce que quand on est dans le monde de SAP, tout le monde utilise les mêmes tables et les colonnes et le même ERP qui s'appelle ECC HANA ou demain S4 HANA. Donc on a développé ces concepts de content. Et derrière, eh bien, on a une plateforme qui va être capable de centraliser tous vos besoins, de gérer les spécificités, de maintenir la documentation, la centralisation de tout ce qui se fait autour d'un projet analytics. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Les contents, juste en un mot, eh bien, c'est ces concepts de data mart que l'on fournit. Voilà, on a à peu près 60 data mart et plus 20 data mart cross-modules sur les corps modules de SAP qui s'appellent la finance, les ventes, la gestion du matériel, la production, la qualité,
la partie warehouse, la maintenance, les projets et la partie Ariba, d'accord? Voilà. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Et derrière, en revanche, tout est centralisé dans une plateforme qui s'appelle la plateforme RapidViews, qui va permettre de maîtriser et centraliser vos projets Data Warehouse. Donc, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Cette plateforme, qui est une plateforme cloud, on a la capacité de centraliser. D'abord, c'est que de la métadata. Donc, la bonne nouvelle, c'est que en termes d'RGPD, de sécurité, la bonne nouvelle, c'est que du stockage de la structure de la donnée. On ne stocke aucune donnée sensible de vos systèmes. On est capable donc d'aspirer en termes de reporting tout ce qui est Web Intelligence, SAP Analytics Cloud, Microsoft Power BI, Tableau Software, Analysis for Office, qui est le plugin très utilisé dans le monde de SAP là, qui est sur Excel. Et prochainement, on aura ClickView et Digdash. Et de l'autre côté, en termes de vue, on est capable. Alors, avant de parler de vue, derrière ces outils de reporting, là, il faut d'ailleurs qu'on rajoute sur cette slide, on est capable d'aspirer tous les vues, donc les couches sémantiques dans du business object, ça s'appelle des modélisation, ça s'appelle, ici, ça va s'appeler les univers dans BO, dans Power BI, ça s'appelle des datasets, dans Tableau Software, des modèles de données, donc tous les modèles de données liés aux outils de reporting. Et côté SAP, on est très fort pour être capable donc, de centraliser toutes vos vues, les Calculation Views, CDS View, les SAP Datasphere View et aussi BW. D'accord? Voilà. Donc, et on centralise tout ça et on a on fait de la gouvernance avec des fonctions, avec des fonctionnalités plus côté BI Manager et plus côté utilisateur. C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec une intelligence qui est l'Analytics Wizard qu'on va aussi vous présenter. On va le faire par cas d'utilisation et de nous faire une petite démo à chaque fois. Alors, la gouvernance, donc des fonctionnalités côté utilisateur métier et côté BI service. Que vous soyez donc un développeur BI, un manager BI ou un utilisateur métier, la plateforme va vous donner un certain nombre de fonctionnalités pour vous aider à ce niveau-là. Donc, côté BI Service Manager, premier cas d'usage, je veux chercher une information dans l'ensemble de mon référentiel BI. J'ai plein de choses, j'ai plein d'outils, j'ai plein de vues, j'ai plein de systèmes, j'ai besoin d'une documentation. Et là, on se rend compte que souvent, c'est un peu compliqué. Et ça, on le voit quand même, c'est quelque chose qui est super basique. Mais voilà, personne n'a le temps quelque part un peu de ranger sa chambre. C'est un concept. Il y en a à tous les étages. Vous avez un nouveau BI manager, un nouveau développeur qui arrive. Est-ce que tout est accessible facilement? Est-ce que toute la documentation est disponible? Eh bien, pas toujours, loin de là. Et si vous avez un référentiel qui centralise toute l'information, qui vous permettait de naviguer dans vos rapports, vos vues, vos tables, est-ce que vous gagnerez du temps? Donc, c'est ce qu'on a fait avec cette première fonctionnalité qui permet tout simplement de faire des searches assez avancés. Alors, comment ça marche, Julien? Allez, comment ça marche? Donc, du coup, la partie search, on va commencer par la première démonstration sur la partie search. Donc, notre plateforme, c'est cloud, on est d'accord. Donc, c'est nous qui hébergeons. C'est une plateforme qui est développée chez nous. On a toute une équipe, bien sûr, de développement depuis plusieurs années qui développe ça. C'est tout ça, à nouveau, c'est que de la metadata. C'est stocké en Europe. Oui. Et c'est développé, pour ceux qui sont un peu techniques, je crois, avec tous les composants Microsoft. Microsoft Azure, exactement. Donc aujourd'hui, pour s'y connecter, juste un login, un password, vous avez accès du coup à votre référentiel, vous avez accès à notre référentiel si à un moment donné vous avez acquis les business content qui sont aussi chargés dans la plateforme, mais sinon vous avez possibilité pour les administrateurs, ici vous avez la possibilité d'importer tout ce qui est les vues, les tables, donc on parle des CDS View, des Calculation View, des BW, de tout ce qui est source de données, ou d'importer vos reports, tout ce qui est la partie donc report et modèle de données. Voilà, on a la possibilité d'importer dans la plateforme. Une fois qu'on a importé, on va pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme, donc notamment la fonctionnalité de recherche. Donc ici, je vais pouvoir rechercher et filtrer en fonction des domaines métiers que j'ai créés dans la plateforme. Donc j'ai pu créer des domaines métiers et ranger entre guillemets tous les objets que j'ai importés. Là aujourd'hui, là tu es sur un référentiel SAP, donc on voit les modules SAP, mais notre plateforme aujourd'hui est agnostique, donc le domaine métier peut être RH, administration. Et puis j'aurais pu, au lieu de l'appeler SD, l'appeler vente, l'appeler commerce, l'appeler tout à fait. Voilà, on fait ce qu'on veut. Exactement. Tout à fait. Et ici, lorsque je vais lancer une recherche, si je cherche par exemple une livraison ou un delivery, il va me trouver ici la liste donc de toutes mes reports de type livraison. Il va me retrouver ici des data marts
des objets donc métiers, les couches sémantiques qui concernent la livraison, le delivery, des vues aussi, et aussi les tables sources qui concernent la livraison. Donc là, j'ai cherché dans les objets classiques, donc j'ai cherché dans le nom et dans la description. Je peux avoir une recherche un petit peu plus complète si je veux chercher dans les colonnes aussi. Donc je vais chercher ici dans les colonnes. Alors bien entendu, je vais avoir plus de résultats. J'ai un peu plus de report, un peu plus de data mart, parce qu'il me ressort aussi les objets qui, dans leur nom de colonne, possèdent ce terme de livraison ou de delivery. Donc, je peux passer d'un rapport, d'une couche sémantique, un data mart, des vues jusqu'aux tables sources. Alors, je vois tout ce que j'ai cherché dans mon référentiel. Là, je suis vraiment sur la partie recherche. Donc, je cherche une information dans l'ensemble de mon référentiel. Après, si j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse, par exemple ici au niveau des reports, que le rapport au type de livraison est celui qui m'intéresse, je peux cliquer dessus pour aller voir l'objet. Alors, je vois ici une preview du report, c'est une picture. Hein. Ce n'est pas connecté à votre outil de reporting. On n'est pas d'ailleurs connecté nativement à vos outils. On est vraiment déconnecté de vos outils. On n'est que sur de la metadata aujourd'hui. Voilà. Mais on peut cliquer sur le bouton. Alors, on va le voir après. Voilà, ok. Aujourd'hui, voilà, c'est pour dire qu'on stocke la description du report, on stocke le nom du report, une preview pour donner quand même un petit peu. Oui, mais il y a un lien après vers l'outil de reporting qui après on utilisera toute la sécurité de l'outil de reporting. J'allais venir justement dans la démonstration. Et là, du coup, j'ai le bouton Explorer qui me permet d'aller cliquer et d'aller ouvrir justement le report sur mon outil de reporting. Et là, on repasse par la sécurité mise en ben place. Là, il m'a logué automatiquement avec mon compte parce que par défaut, je suis connecté avec un compte, voilà, parce que je suis sur du SSO et que j'ai configuré correctement l'authentification. Mais oui, si jamais je n'ai pas configuré mon compte, il va me demander à tout prix de me loguer avec un login et un password de Power BI. Donc, on est une couche au-dessus, indépendant de l'ensemble de tous les outils de reporting utilisés dans la société. Oui, le lien est configurable ici dans la plateforme en fonction de votre outil de reporting. On peut configurer. Et là, une fois que je suis dans l'outil de reporting, ce n'est pas le but de la démonstration, mais on rentre vraiment dans la data et dans le report. Si je reviens ici sur ma plateforme, quelles sont les autres informations que j'ai à disposition? Je vais avoir à disposition en termes de business data aussi les différents domaines qui ont été liés à ce report. Donc, j'ai dit tout à l'heure les notions de filtre, donc je peux lier des domaines à ce report. Je vais avoir accès aussi à tous les objets qui m'ont permis de composer ce report. Alors là, je les ai triés ici par tout ce qu'on appelle objet transactionnel, KPI, master data, mais je peux aussi avoir accès à la liste des colonnes un petit peu brutes qui m'ont permis de composer ce report. Voilà aujourd'hui ce que j'ai à disposition si je me focus juste sur la fonctionnalité de recherche. D'accord. Donc, je recherche. Là, ici, tu as ouvert un rapport. Oui. Mais tu aurais pu. J'aurais pu ouvrir une vue, un data mart. Je peux ouvrir une vue, pareil. Ici, une vue. Une vue, c'est. Elle a un nom, elle a une description. Elle va avoir une liste de colonnes aussi. Voilà. Et oui. Voilà. Si c'était une vue, je ne sais pas si tu le fais plus tard, par exemple, peut-être dans les CDS View, si c'était une vue SAP complexe, on verrait aussi le code. Le script, tout à fait. Oui, on le voit tout à l'heure. Tu le vois tout à l'heure, oui. D'accord. Donc, je centralise tout et je fais un search. OK. Exactement. On avance, de toute façon, on va montrer l'ensemble des fonctionnalités, mais on a essayé de structurer la démo un peu comme ça. OK, donc la première fonctionnalité, OK, je fais un search et je peux retrouver n'importe quelle information dont j'ai besoin. Deuxième, tu l'as là. J'ai des données sources dans mon rapport, ou quelles sont les données sources de mon rapport ou de ma CDS View? Tout à fait. Alors, sans RapidView, il va falloir ouvrir les outils de modélisation, être capable de naviguer dans l'ensemble des différents modèles. Et là, on va voir qu'on a mis en place ces fameuses fonctions de data lineage. Le data lineage, c'est aussi une fonction incroyablement demandée, en tout cas aujourd'hui. C'est et si on avait la possibilité, en partant d'un rapport, c'est ça, de voir ici un rapport qui s'appelle sur la photo, la delivery au TIFF, de voir quelle couche sémantique est utilisée, il utilise, que derrière la couche sémantique, il utilise ce fameux un cube, hein, donc il s'appelle ici un data mart delivery au TIFF, et derrière de voir toute la structure, comment ce cube a été construit jusqu'à la donnée source. C'est ça? Tout à fait. Ça, c'est très utilisé. On a aujourd'hui des clients qui ont fait l'acquisition de notre plateforme rien que pour ce type de fonctionnalité. Alors, ces fonctions de data lineage, on commence à en voir un peu partout. Il y a pas mal d'outils qui le font. Nous, notre force, c'est que on est très fort parce que, en termes d'outils de reporting, parce qu'on part à nouveau, on est dans la gouvernance analytics. La seule chose qui nous intéresse, c'est ça. Donc, on a on est très puissant, on va dire. On va très loin dans la capacité de décortiquer ces fameux outils de reporting et de décortiquer les couches sémantiques et tout ce qui touche à la partie analytics. Vas-y, démo, montre-nous ça un peu. Alors, si je reviens toujours sur mon hub, si je reviens ici dans la partie recherche,
On va repartir sur un Bah, report, vas-y. n'importe quel report, Bah, donner une raison, n'importe, je peux repartir sur le Otif, tiens, report. bah, c'était celui de la photo. Oui, je peux Donc là, repartir sur le report. Otif, il expliquait que dans ce rapport, on voit le rapport. Si on pourrait cliquer, s'il est connecté à votre référentiel, on pourra l'ouvrir avec l'outil que vous utilisez chez vous. Exactement. On sait qu'il a un certain nombre de colonnes. Colonne, et on Et sait derrière, ici tu qu'on peut vois la voir le structure. suivi de données. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans ma démo. Voilà Exactement. comment ce rapport est structuré. Aujourd'hui, on sait que ce rapport il est basé sur une sémantique, donc un modèle qui s'appelle Delivery de la même manière. Alors là, on est sur du rapport Power BI. Très souvent, les modèles, les datasets dans Power BI s'appellent de la même manière que le report. Si on était sur du Business Object, on aurait un univers qui aurait peut-être un nom différent du report. On est basé sur une vue de type DataMart qui, elle, est basée sur une multitude d'autres vues. Et derrière, en source finale de ces vues, on a des tables SAP. Voilà, donc on a la liste aujourd'hui complète des objets qui sont utilisés pour réaliser ce report et des objets sources. Si je veux rentrer un peu plus en détail, notamment sur, je peux aller voir une vue, par exemple, je peux ici cliquer sur la DIM Customer et aller voir le contenu de cette vue. Donc, de n'importe où je suis dans mon report, je peux rentrer dans une vue. Dans cette vue, bien, je vais aller avoir accès à toutes les colonnes de la vue et voir le suivi de données exact de cette vue. Je peux voir comment cette vue a été construite. Et oui, parce que là, tu avais une dimension qui s'appelle bon, client, hein, assez classique. C'est ça, mais tu peux encore cliquer pour faire du drill, là, Exactement, scroller et aller voir justement, zoomer pour aller voir comment cette belle dimension a été créée à travers d'autres. Voilà, donc tu peux aller à tout niveau et descendre comme ça. Tout à fait. Et là, ici, si je reviens sur mon lineage, sur mon suivi de données, là, j'ai un lineage global de tout mon report, mais si je reviens sur la partie colonne, je pourrais dire, tiens, montre-moi ici la good issue date, celle-ci d'où elle vient. Donc, en termes de suivi de données, il va me dire que cette date vient, ben voilà, provient de deux tables, alors exactement la même table, de deux dates. Il y a des notions de formules, donc on a quand même quelque chose formule, de ça veut dire complexe. que toutes les règles de calcul que l'on crée de façon intermédiaire sont stockées dans cette plateforme. Alors, sont stockées, oui, aujourd'hui, les règles, elles ne sont pas créées dans la plateforme, elles sont créées dans les vues, mais quand on a cartographié, nous, quand on a importé vos vues, on a été capable de savoir qu'il y avait un champ calculé, une formule, et on l'a mis dans la plateforme. Et on l'affiche. Et là, je peux ici l'afficher, je peux aller voir ici sur ce F Delivery Otif, vous voyez, j'ai ici la formule. J'ai la formule ici qui a été utilisée justement pour tester si la date good issue date est nulle, alors on prend la good issue date, sinon on prend la date de livraison. Voilà. Donc je suis aussi capable de voir que la donnée provenant de ma table LIKP a été quelque part altérée dans une vue. Donc je suis aussi capable de dire, cette donnée-là, elle ne vient pas spécifiquement de SAP, on a à un moment donné fait une altération de la donnée quelque part dans le lineage. Donc ça permet aussi de se rassurer en termes de validité de la donnée. Un utilisateur qui nous dit je ne comprends pas d'où vient cette donnée, j'ai un doute sur la valeur de la colonne, je ne comprends pas pourquoi il y a ce montant ou ce chiffre. Et là, on peut très vite voir si le montant il vient direct de SAP et on va contrôler à la source, ou si le montant il a été peut-être altéré par une formule en plein milieu d'une vue. J'ai fait le tour à peu près pour la partie lineage. Allez, on a plein d'autres cas de figure, donc on va Vas-y, reviens sur la partie des slides. OK, donc ça, c'était la partie donc data lineage. Et maintenant, c'est l'inverse, on parle d'analyse d'impact. Tout à fait, on parle d'analyse d'impact. J'ai fait une modification oui. Un peu bas niveau et j'aimerais savoir comment ça va impacter, en gros, mes rapports au final. Donc, peut-être mes couches sémantiques, mes cubes, etc. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est très compliqué à faire si on n'a pas, d'outils. Et nous, on va être capable, avec la fonctionnalité d'analyse d'impact dans RapidView, de répondre à cette question. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire l'inverse. Tu vas pouvoir cliquer, par exemple, sur la table sur laquelle tu aurais fait une modification qui s'appelle la l'ellipse. Il va te montrer où cette table est utilisée en remontant. Tout à fait, exactement. Au-y, montre-nous ça. Là, ici, du coup, hop, si je reviens sur mon référentiel, donc là, je suis revenu sur ma date, sur mon report. Si je reviens au A0 à ma recherche, on va chercher ici directement une table. On ne va plus chercher un report d'objet. On va chercher ici, alors directement, on va chercher peut-être pas dans les sources, mais juste une table. Je retrouve donc bien cette table dans mon référentiel. Je vais cliquer sur cette table. J'ai le nom et la description de cette table, j'ai la liste de toutes les colonnes provenant de cette table, et en termes d'analyse d'impact, je vais pouvoir voir partout où cette table est utilisée. Donc je sais que si à un moment donné, j'ai besoin de remonter une information ou de modifier quelque chose dans cette table, et je sais automatiquement que toutes ces vues et jusqu'à un report vont potentiellement être impactées par une modification que je vais faire dans cette table. Donc en gros, c'est ça, hein, on est en train de voir. Donc ça veut dire que si par exemple, j'ai actionné dans mon modèle qu'un certain nombre de champs, et il y a des champs, un certain champ que je n'ai pas du tout mis dans mon modèle et que mes utilisateurs veulent pouvoir voir dans les couches sémantiques. Dans l'order book, par exemple. Donc ça veut dire
que si ce champ le champ que je rajoute devrait être visible dans toutes les couches sémantiques. Si Oui. je comprends bien, il faudra le rajouter dans toutes ces couches sémantiques. Delivery au TIFF, Delivery Overview, Overbook, etc., etc. Exactement, voilà. Si je veux que tout le monde en bénéficie, tout à fait. Il faudra que je pense à rajouter le champ là dans toutes Il ces faudra que ce URL. champ soit rajouté là, mais ça voudra dire que derrière, Ouais, là, à il partir du faudra moment où je l'impacter le un peu rajoute, partout. il va se propager. Après, là, ça dépend aussi si on est sur la CDS view, si on est sur la calculation view, si on est sur du SAP Datasphere. Ça dépend de la technologie qu'on utilise pour les vues. Il y a certaines technologies qui permettent d'activer un champ et de dire propager le champ jusqu'en haut de la vue. Voilà. Mais en tout cas, le développeur BI, lui, sait automatiquement partout où il doit passer pour activer le champ et pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier de ce champ. D'accord. Ok, super. Et là, juste si on revient une dernière fois, c'est pareil. Tout à l'heure, j'ai montré du lineage à la colonne. Je l'ai aussi à la colonne. Si je prends ici, par exemple, la date de création et que je fais une analyse d'impact sur la date de création, je vois les objets report vus qui utilisent la date de création, voir si à un moment donné, quand cette date de création a été utilisée, il n'y a pas eu une formule. Voilà. Donc, je peux aussi être à la date de création. Est-ce que tu as peut-être une CDS View à nous montrer Oui, là? tout à fait. Si je pars sur une partie CDS View, je vais Pour nous ouvrir. montrer la complexité Voilà, de je vais la. aller chercher une CDS View de type Sales. Voilà, on va prendre une CDS View de type Sales. On va avoir une e-Sales quelque chose. Alors, des CDS View, il y en a des milliers, des CDS View. Donc voilà. Non, il ne m'a pas validé ma recherche, pardon. Il y a des milliers de CDS View, donc il y a quand même pas mal de CDS View qui sont techniques, qui sont dans le monde SAP. Donc là, je vais aller rechercher une CDS View de type Sales. Voilà, on prend un Sales Order ici. Sur cette CDS View, on voit un petit peu comment a été constituée cette CDS View. Elle a eu des associations. Donc on voit qu'ici, elle est faite de deux associations. C'est une CDS View de SAP, ça? C'est une CDS View de SAP là, que j'ai ouvert, tout à fait. Oui, parce que j'ai forcé la recherche ici, vous voyez, dans le référentiel SAP, dans la version 2021. Voilà. Oui, parce que pour les clients SAP, on a cette capacité, bien entendu, on a intégré, centralisé l'ensemble de toutes les CDS View. Tout à fait. Alors, par le même principe, on est capable, nous, avec nos connecteurs, d'aller lire les vues qui ont été créées sur SAP. On a lu toutes les vues de SAP. C'est ça. Alors, si on fait On va pouvoir aller voir les colonnes de la vue CDS View et on va aller pouvoir voir le script. C'est ça que tu voulais nous montrer. Donc, on voit ici le script qui a été utilisé pour créer cette CDS View. Alors là, on ne peut pas altérer le script, on n'est pas dans un outil de développement, oui, mais on peut voir quand même. On n'est pas dans un outil de développement, on est dans un outil de gouvernance qui va aspirer tout ce qui est fait et qui permet de visualiser. Alors, il y a quand même des fonctionnalités sur une CDS View de SAP. Même si on ne peut pas modifier le script, on peut voir la liste de toutes les colonnes qui ont été mises à disposition dans cette vue. On peut voir les annotations, donc c'est la partie propriété de la vue, tout ce qui est les un certain nombre de propriétés. On peut voir les jointures, ce qu'on appelle les associations dans une CDS View, parce qu'il y a une notion de jointure qui s'appelle ça des associations. On peut voir lesquelles ont été mises en place. Et en termes de suivi de données, on peut voir qu'est-ce qui compose cette CDS View. Donc on voit que cette A Sales Order est basée sur une I Sales Order, qui est basée sur une I Sales Document, et ainsi de suite, jusqu'aux tables VBAK et VBKD. Et on peut même voir en analyse d'impact si cette vue n'est pas utilisée par autre chose. Non, là j'ai pris une vue un petit peu high level, donc elle n'est aujourd'hui pas utilisée par autre chose, mais on aurait pu aussi avoir cette vue utilisée par un report ou autre chose. Voilà. Ok, super. Merci, Julien. Je te rends la main sur la partie slide. Merci. Donc, voilà. Donc, côté gouvernance, côté BI Manager, on a vu ces trois fonctionnalités majeures, cette capacité de faire des searches très avancées du rapport jusqu'à la source et qui aussi bien des rapports, des vues, des CDS View, etc. Et on a parlé donc de ces fonctions de data lineage et d'analyse d'impact. Chose qu'on n'a pas montré aussi sur la partie BW. On l'a aussi sur la partie BW. Alors là, j'ai montré une vue, une CDS View de SAP. On a montré des reports, on a eu des Power BI. On a montré on a un connecteur BW, donc on est capable d'aspirer des cubes BW, c'est ça? Tout à fait. On a aussi la possibilité, j'ai ça sur un référentiel là aussi. Alors montre-le peut-être très rapidement pour ceux qui utiliseraient BW. Voilà, sur j'ai un référentiel spécifique où j'ai du BW. Là, ici, si je lance une recherche, je vais avoir ce qu'on appelle des reports et des BEX queries. Alors là, on est plus dans le monde BW, donc c'est pour ça que j'ai un référentiel un peu spécifique. On a tout ce qui est report, on va pouvoir avoir du AFO ou n'importe quel autre report, parce qu'aujourd'hui, Power BI ou Eddy sont capables de se connecter à du BW. On va avoir des BEX queries, on va avoir des composite providers ici, qui sont un petit peu les cubes, équivalent des cubes, on va avoir des info objects, des DSO, et on va avoir les sources de données, les data sources de BW. Et donc là, de la même manière que j'avais tout à l'heure, les fonctionnalités de data search fonctionnent,
Je peux faire une recherche ici directement. Je peux cliquer sur un objet. Alors, je vais en prendre une qui n'est pas trop technique. On va prendre la partenaire, par exemple, la vue partenaire. Donc, je peux avoir ici la liste de toutes les colonnes qui, dans ce cube-là, ont été utilisées. Je peux voir en termes de lineage quelles sont les sources de données, justement, de ce cube-là. Je peux voir en termes d'impact analysis s'il est utilisé par quelque chose ou pas, ce cube. Donc, on a le même concept. On est capable aujourd'hui d'aspirer l'ensemble des cubes BW. Exactement. Et on a le même concept du data search, du lineage, de l'analyse d'impact. Exactement, tout à fait. Super, merci. On continue. Donc, côté gouvernance, maintenant, si on parle côté utilisateur métier, on va parler de KPI Hub, d'Analytics Hub et de Business Catalog. Je suis nouveau dans mon entreprise, j'ai besoin de connaître l'ensemble des rapports qui sont disponibles dans mon service. Et souvent, aujourd'hui, dans un service, eh bien, on peut se retrouver à avoir aussi beaucoup d'outils de reporting différents. On le voit de plus en plus. Il y a toujours des systèmes legacy de type Business Object, on va dire. Et puis, on va retrouver peut-être du SAC, hein, le dernier outil SAP Analytics Cloud de SAP. Il y a très souvent du Power BI qui est un peu partout. Et puis, peut-être qu'il y a une direction qui, en plus, a du tableau software ou encore autre chose. Et ça devient très compliqué parce que la donnée explose et le nombre d'outils, avec le temps, hein, ont souvent, voilà. Il y en a de plus en plus. Ben, ça, RapidView, c'est compliqué d'arriver à trouver l'information. Et si vous aviez un référentiel qui centralisait par domaine métier, par vue métier, l'ensemble de vos rapports. Donc, c'est ce qu'on a parce qu'on va voir qu'on a un catalogue. On va pouvoir graphiquement voir les différents domaines de l'entreprise, cliquer sur des domaines et des sous-domaines et visualiser les rapports et d'ailleurs les couches sémantiques aussi pour les utilisateurs. Exactement. Et donc là, ici, je reviens sur mon référentiel. Hop, je reviens ici sur ma partie Business Catalog. Donc, j'ouvre ici mon Business Catalog qui est ici. Donc, je retrouve ici tous les domaines métiers que j'ai configurés sur mon Business Catalog. Je peux ici filtrer les domaines métiers. Alors, si moi, je ne veux afficher que la partie Sales, que la partie Finance, ou en fonction de mes utilisateurs, si en termes de droit, je ne veux leur donner la possibilité que de voir certains objets. Et j'ai en bas ici la liste de tous les reports. Alors là, je suis multi-module, puisque j'ai tout activé, tout affiché à l'écran. J'ai la liste de tous les reports à disposition. Je vais avoir accès à la liste des couches sémantiques. Alors pour la partie BI Manager, je peux aller jusqu'au vue ou jusqu'aux tables. Mais ce qui nous intéresse dans la partie là ici, utilisateur finaux, c'est qu'on puisse vraiment naviguer dans le catalogue de reports. Je vais pouvoir sélectionner ici, tiens, voyons voir qu'est-ce que j'ai en facturation sur la partie Sales. Ben, j'ai 3 reports aujourd'hui qui concernent de la facturation. Voyons voir ce que j'ai en termes de mouvement article sur la partie MM. Je n'ai pas de mouvement d'article. Sur la commande d'achat, par exemple, j'ai 10 reports aujourd'hui sur la partie commande d'achat. Si je regarde sur la partie finance, sur la comptabilité fournisseur, j'ai 3 reports sur la comptabilité fournisseur. Donc, je peux, grâce à ce business catalogue, très rapidement cibler en fait les reports qui m'intéressent. Là, s'il y a un report qui m'intéresse, je l'affiche. Et vous avez vu tout à l'heure, tac, je peux cliquer sur Explorer pour aller l'ouvrir dans l'outil de reporting. Et puis, si on a les droits, on peut accéder à toutes ces fonctions complexes qu'on a vues, les data lineage, etc., et de voir voilà, comment tout est construit. Exactement. Pardon, je vais pas cliquer sur le bon bouton. Donc, si je reviens ici sur mon hub, je peux facilement voir la liste de mes reports. Je peux aussi voir ce qu'on appelle la couche sémantique. Si je vais ici sur la partie facturation, je peux voir tous les objets que j'ai à disposition, donc tous les KPI qui existent autour de la facturation, toutes les données dites transactionnelles et toutes les master data aussi. Si je prends ici client, j'ai toutes ces caractéristiques-là concernant mon client. Si je prends l'article, j'ai toutes ces caractéristiques concernant mon article. Quelle est la différence entre les étoiles pleines et les étoiles qui ne le sont pas? Alors, les étoiles pleines aujourd'hui, ce sont des objets qui sont utilisés dans des reports, des vues, des couches sémantiques. Les étoiles pleines, c'est le champ des possibles. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est alors, nous, notre content RapidViews, par exemple, si je prends cet exemple-là, puisque nous, on délivre des vues, des reports, on a créé une vue client, une vue article, une vue facture. Et dans cette vue, nous n'avons pas mis les 300 colonnes de toutes les tables SAP. Donc, du coup, les étoiles pleines, ce sont les champs qui sont activés et disponibles dans des vues, donc dans des objets du référentiel. Les étoiles vides, ce sont tous les champs qui n'ont pas encore été activés, mais qui sont présents dans les tables. Comme on a vu tout à l'heure en termes de lineage que la vue de Customer, par exemple, était composée de 4 tables SAP, et si j'ai pris 50 colonnes sur les 400 colonnes disponibles, on va avoir 350 colonnes à peu près en blanc et 50 colonnes colorées. Ça permet quand même de laisser à disposition des utilisateurs finaux la vision complète de ce qu'il y a dans SAP, parce que c'est pas parce que c'est pas activé dans une vue que ce n'est pas utilisable. Et derrière, après, c'est le BI Manager qui pourra, on l'a vu tout à l'heure avec ces notions de recherche, d'analyse d'impact et de data lineage, très facilement aller activer la colonne et la propager. Voilà. D'accord, très bien.
Si je reviens ici, donc pour montrer un petit peu la liste des reports, je vais avoir des reports facturation, on a vu des reports lot de contrôle, MRP. Si je veux ici afficher, alors par exemple ici je désélectionne la facturation, j'ai 55 reports, j'ai on va dire tous mes reports de tous mes modules confondus. Si je décide ici de ne sélectionner que la partie SD et FI, donc j'ai ici mes reports SD et FI mélangés, mais je peux ici activer ce qu'on appelle des reports cross-modules, et donc je vais avoir la liste ici de mes reports cross-modules. Donc si je prends, alors je vais prendre aussi un petit peu de PP et de MM, si j'active ici la liste de mes objets cross-modules, ça c'est l'effet démon, voilà, c'est que ça a marché tout à l'heure et ça ne marche plus. En gros, qu'est-ce que tu allais faire? Tu J'ai montres que tu peux d'afficher. choisir trois domaines métiers et voir s'il y a des rapports qui sont liés à cette mécanique-là, c'est ça? Exactement, oui. Alors je l'ai fait marcher à l'instant, donc il n'y a pas de C'est dans le bon référentiel peut-être, je sais pas. je ne suis peut-être pas dans le bon référentiel, tout à fait. Comme C'est- j'avais montré le Eh référentiel oui, BW, donc peut-être. tu as des démos, des trucs. Ouais. Puis bon, Non, bon, mais c'est le syndrome démo, ça c'est oui, normal parce ça. que je l'ai fait marcher tout Ça à l'heure. ça serait trop simple sinon. Non, Mon parce cher Julien. qu'aujourd'hui, nous, on va avoir des reports là très simples qui sont des reports facturation, qui sont des reports comptabilité client. Mais par contre, on a aussi des reports cross-modules. Alors, je peux vous en montrer un des reports cross-modules, puisqu'on on les connaît, hein, les reports ATP par exemple, sur la partie stock ATP, analyse donc des stocks ATP, ce report-là est un report cross-module. Donc justement, ce report-là, si je vais sur la partie business data, vous voyez qu'il va mélanger des données de la partie sales, des données de la partie stock et des données de la partie production. Donc j'ai vraiment un report aujourd'hui qui est cross-module et le business catalogue me permet aussi d'afficher ce type de report-là. Puisque on le voit nous aujourd'hui, par expérience, les clients, pour avoir une liste de commandes, une liste de factures ou un PNL, ça, ils trouvent assez facilement l'information. Mais par contre, quand ils nous font la demande, j'aimerais croiser de la donnée de mes stocks avec mes productions, j'aimerais croiser de la donnée financière avec la donnée de sales, voilà, ça, c'est les demandes qu'on a. Et on a le business catalogue qui permet justement de montrer ces reports-là qui sont cross-modules. Et donc, graphiquement, de pouvoir dire qu'est-ce que j'ai entre l'intersection de tel et tel domaine. Exactement, tout à fait. D'accord. Voilà. Allez, et super. ça, je peux le voir à partir du business catalogue. Merci. Je rends la main sur Merci Julien. On continue. Donc là, on a parlé de la partie catalogue. Donc Analytics Hub, j'ai plusieurs outils de reporting au sein de mon organisation. Comment centraliser l'information? D'accord. Donc, si vous n'avez pas un outil comme le nôtre, c'est un peu compliqué parce que vous allez peut-être faire de la documentation sur plusieurs outils et faire une documentation générale qui va centraliser l'ensemble des documentations des différents outils. Bien, nous, à travers la plateforme RapidViews, on importe tous les outils de reporting et donc tout est à un seul et unique endroit. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Analytics Hub. On va pouvoir sélectionner un ou plusieurs outils ici dans la maison et voir l'ensemble des rapports et les voir aussi par domaine et par catégorie. Tout à fait. Hop, si j'avance un petit peu là sur la démonstration, donc ici, hop, je rouvre un référentiel ici. Alors, j'avais déjà ouvert mon hub ici de report. Donc, je suis allé dans le menu à la partie hub ici. Donc, au niveau des hubs, j'ai possibilité d'afficher mon référentiel ou référentiel RapidViews si vous avez bénéficié des content RapidViews. Et j'ai possibilité surtout de filtrer ici par les différents outils de reporting. Là, j'ai activé tous les outils de reporting. Donc, au sein d'une seule et même interface, je vois du report Webi, du report Power BI. On le voit comment? Parce le petit logo, là, j'ai le petit logo Webi. Quand je passe dessus, alors, ça, c'est du Webi. Comment je le vois? Je peux aussi dire, tiens, voyons voir, je ne veux voir que les Webi. Tiens, je ne veux voir que les SAP Analytics Cloud. Tiens, je ne veux voir que les Power BI. Donc, je peux aussi le voir comme ceci grâce à la notion de filtre. Donc, attends, donc c'est ça, hein, on a des connecteurs qui permettent d'aller aspirer la metadata de Webi, SAC, Power BI, Tableau Software et SAP Analysis for Office. Exactement. Et on en aura d'autres bientôt. On travaille sur Digdash, on travaille sur Click et on travaillera aussi sur la partie, on a dans les cartons aussi d'être capable d'aspirer les tuiles Fiori. Tout à fait. Hein, pour les clients qui commencent sur S4 à développer ces fameuses tuiles qui sont des bouts de rapport, qui sont ce qu'on appelle le reporting transactionnel de la transaction versus ces outils qui permettent de faire du reporting plus avancé. Exactement. Et alors là, du coup, donc je mélange au sein de même tous les rapports. Interface, tous les reports. Voilà. Si je décide de ne voir que ce que j'ai dans Webi et dans SAP Analytics Cloud, voilà, il m'a réduit la liste à mes Webi et ma SAP Analytics Cloud. J'ai possibilité de lui demander de rajouter un peu les Power BI. Si je veux faire un filtre et que je veux par exemple voir tout ce que j'ai qui concerne ma commande, on l'a vu tout à l'heure dans le business catalogue, je peux aussi filtrer les reports sur
on va dire sur mes business ARA. Donc si je clique sur ma commande, automatiquement il m'a réduit la liste report à des reports sur la commande. Si je vais sur la partie MM, si je regarde tout ce qui est commande d'achat, il me réduit la liste des reports au seul report concernant la commande d'achat. Et dans ce cas de figure-là, ben tiens, il s'avère que, alors je rajoute un peu de tableau j'ai un analysis for Office et après j'ai que des Power BI. Pourquoi? Parce que peut-être que le domaine de la commande d'achat a été géré et développé sur l'outil Power BI. J'ai envie de dire, moi aujourd'hui, je n'ai pas à me poser cette question-là, de sur quel outil ça a été développé. J'ai dans cette interface tous mes reports, et ensuite je vais aller cliquer sur un report, et avec le lien, aller directement ouvrir le report sur l'outil de reporting. Voilà. L'avantage de cette plateforme et de cette interface, c'est que je suis capable de centraliser au sein d'un même outil tous les reports de l'entreprise, et d'avoir un lien après qui permet d'aller l'ouvrir sur le bon outil de reporting. Je n'ai pas moi à aller ouvrir chaque outil de reporting ou à me rappeler sur quel outil est stocké le tel type de report. Voilà. Ok, super. Merci. Donc c'est vraiment ça, cette capacité de centraliser l'ensemble des rapports. On a dit de les visualiser par domaine métier. Rapidement, on a aussi la capacité de les voir aussi par indicateur. Ça, RapidView, ça serait un peu compliqué. Avec RapidView, on a un hub aussi de KPI qui permet en gros de pouvoir, sur la gauche, de pouvoir rentrer le nom d'indicateur, par exemple quantity, de voir tous les rapports au centre qui contiennent cet indicateur et de voir les domaines métiers qui utilisent cette partie-là. Et pareil, l'inverse, on peut partir du centre, sélectionner un rapport, voir quel indicateur est utilisé dans quel process, ou alors cliquer sur les process, pour voir sur un process donné, voir quel rapport et quel indicateur sont disponibles. C'est exactement le même principe que l'hub que j'ai monté juste avant. On peut filtrer cette fois-ci par KPI et non pas par process. Et derrière, on a la liste des reports et des process concernés. Tout à fait. D'accord. Le même principe. Oui. Le même principe, on ne va pas le démontrer parce que c'est le même principe pour avancer. Donc au final, côté utilisateur, on a 3 fonctionnalités majeures. On a parlé donc du catalogue, du hub de rapport ou d'indicateur, d'accord? Et on essaie vraiment d'apporter un maximum de valeur à l'utilisateur pour demain, pour que tout nouveau rentrant dans une entreprise, dans une organisation, puisse facilement savoir qu'est-ce qui est à disposition au sein de son entreprise, d'autant plus s'il y a en plus plusieurs outils et plusieurs mécaniques de reporting déjà en place dans la société. Exactement. Voilà, donc on est vraiment, nous, dans ce concept d'analytics gouvernance, on centralise aussi bien l'ensemble de tous les rapports de toutes les vues, on essaie d'apporter de la valeur pour les utilisateurs métiers et pour les utilisateurs, les BI managers qui sont dans les tables et les colonnes et toute la création de tout ça. Voilà ce que l'on fait aujourd'hui. Et au milieu de ça, pour ces deux populations, entre à nouveau les utilisateurs et les managers, eh bien, on a créé une mécanique, un assistant intelligent qui aujourd'hui va vous permettre de créer des nouveaux analytics. Alors, comment ça marche? Et si, quand vous êtes en réunion entre un utilisateur fonctionnel et un utilisateur BI manager, et si vous étiez capable de dire, ben voilà ce que je veux, qu'est-ce que tu as? Je voudrais tel et tel indicateur et peut-être mélanger à tel et tel rapport. Et si on pouvait, dans une sorte de panier magique, fourrer, mettre un peu un fourre-tout de tout ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on pourrait en sortir? Eh bien, peut-être que l'outil serait capable de vous dire, par rapport à votre demande, il y a un rapport déjà qui existe. Voilà, ta demande correspond à un rapport déjà existant, donc très bien, va ouvrir tel rapport. Si un rapport n'existe pas, il y aura peut-être une couche sémantique qui a été mise à disposition par les équipes BI Manager il suffira d'aller le chercher, de l'ouvrir et d'utiliser son outil de reporting pour faire ce rapport. Et si ce n'est pas le cas, et si l'outil vous permettait de visualiser l'ensemble de tous les cubes à disposition, toutes les CDS views, donc c'est très utile aujourd'hui sur ces complexités typiquement de CDS view où on sait qu'il y en a des milliers, on ne sait souvent pas par lequel démarrer. Et si l'outil était capable de vous aiguiller pour vous aider à trouver la meilleure mécanique technique, voilà, c'est ce qu'on a développé. Il génère quelque part des recettes et après la recette, on retourne à son bureau et on va développer ce qu'il y a à faire. Alors, comment ça marche? Alors, premier cas, je veux faire un rapport. Voilà, j'en ai parlé. Vas-y, fais-nous plutôt la démo directement. Du coup, je reviens ici sur mon référentiel. Donc on est à travers notre référentiel. On part du principe que dans notre référentiel, vous avez aspiré tous vos rapports, toutes vos couches sémantiques et toutes les vues qui sont aujourd'hui à disposition. Si vous avez fait l'acquisition dans le monde de SAP de nos business content, vous avez l'ensemble de
tous nos business contents, tous nos rapports, toutes nos vues, toutes nos couches sémantiques, Ouais. plus tout le référentiel de SAP qui peut être, donc on stocke l'ensemble de toutes ces fameuses CDS View, il y en a des milliers, etc. Donc il y a tout qui est là. Exactement. D'accord? Alors vas-y. Donc là, ici, pour démarrer, mon petit wizard qui est ici à droite, donc j'ouvre mon panneau Analytics Wizard dans lequel je vais pouvoir glisser, déplacer tous les objets. Quand je parle de tous les objets, je peux glisser, déplacer aussi bien un rapport, une sémantique, un data mart, une vue qu'un objet. Voilà. Je peux partir de n'importe quel objet. Là, ici, pour ce premier cas de figure, on va partir au niveau de la couche sémantique. On va aller afficher un petit peu tout ce qui est les objets concernant ma livraison. Donc, je vois ici la liste de tous les objets transactionnels, de tous les KPI et tous les master data. Et admettons que pour cet exemple, je sois en face de mon utilisateur fonctionnel qui me dise « Moi, j'ai besoin d'analyser mes quantités de livraison. Je les veux par client, par article, par transport. Je les veux par date de livraison. » Très bien. Voyons voir ce qui existe par rapport à ta demande. Donc, commençons par analyser la quantité de livraison. Je glisse, déplace ici mon KPI quantité de livraison dans mon wizard. Automatiquement, il est rangé dans les KPI. Je glisse ici ma date de livraison dans mon wizard n'importe où, automatiquement il se range comme une donnée transactionnelle. Et ensuite, je vais aller chercher dans les clients des caractéristiques telles que son nom. On va commencer par ça. Donc je suis en train de faire des specs entre le BI manager et l'utilisateur. Et ton utilisateur te dit ben, je veux ces composants-là. Voilà. Donc qu'est-ce que ton système te sort en gros? Alors, voyons voir si j'affiche les résultats, voyons voir ce que le système me sort. Le système me sort plusieurs reports. On voit un premier report ici avec une coche verte qui lui a l'air de correspondre. Je vais aller l'ouvrir. Donc je vois ici. Oui. Tu vas trop vite là. Pardon. L'interface, quand tu mets dans ton panier des objets et que tu appuies procéder le panier, il te le décompose en 3 parties. Il y a une partie rapport, une partie couche sémantique et une partie vue. Tout à fait. D'accord? Il commence à voir dans les rapports si les rapports existent, puis il te dira des infos sur les couches sémantiques et sur la partie exactement. Là, il balaye. Ouais. Le wizard, on est dans le monde des analytics, il n'y a rien de magique et il n'y a pas toujours qu'une seule solution possible. Donc on est un peu la philosophie de cet outil, c'est un peu comme dans Google, quand vous décidez d'aller d'un point A à un point B, vous fixez votre point A et un point B, et il vous sort plusieurs itinéraires, et après vous choisissez si vous voulez prendre le plus rapide ou le plus long, ou il y a différents choix. Et nous, on veut rester avec cette philosophie-là, parce qu'on sait que dans le monde des analytics, il peut y avoir aussi plusieurs moyens, et c'est vous qui avez la connaissance par rapport à plein de choses, par rapport à tout ce que vous avez développé, d'être capable de choisir ou pas le bon chemin. Donc ici, il y a plusieurs rapports qui sont proches de cette demande-là, mais il y en a un qui est flagué avec la petite croix verte parce que lui contient 100% des champs que tu as demandé. Tout à fait, on va aller vérifier. Mais exactement, il y a plusieurs rapports et les plusieurs rapports sont affichés par ordre, on va dire, de couverture. Donc j'ai ce premier report avec la coche verte. Si je vais voir, alors déjà, je peux aller explorer, je peux aller l'ouvrir pour déjà moi le voir visuellement, réellement, si j'ai besoin. Au niveau des colonnes, il va bien me valider que chacune des colonnes, j'ai demandé la date de livraison existe. Dans ce rapport. Alors ça s'appelle différemment, mais par le lineage, il l'a trouvé, que le nom du client, il l'a trouvé et que la quantité de livraison est aussi présente. Donc je valide bien aujourd'hui que ce report réponde à 100% de mon besoin. Je peux même aller l'ouvrir si besoin. Si je switch sur le parti au type de livraison, sur un autre report, celui-ci va me dire qu'il y a 2 champs sur 3 qui sont couverts. Il va me donner la source de données du 3e champ, mais aujourd'hui, ce champ-là n'est pas présent dans le report. Voilà. Et donc, si je voulais utiliser ce rapport-là, je ferais quoi? Si je veux utiliser ce rapport-là, je vais aller voir au niveau de ma recette, par exemple. La recette, c'est il va générer un script en vous disant un peu la recette qu'il faudra faire. Ça veut dire ici, il faudra ouvrir ce rapport-là et aller chercher là, il y a en vert les champs disponibles, il faudra rajouter. Il faudra remonter dans le rapport délibératif la colonne quantité de livraison. Ça vous permet de faire des specs. En termes de suivi de données, je peux voir aussi quelle colonne est présente, le lineage. Par contre, apparemment, cette colonne, le lineage a l'air de correspondre, mais il m'explique bien au niveau de la recette qu'il n'est pas dans le report. Bon, il faudra le rajouter. Dans le report. OK. Allez, ça, c'était le premier exemple. Maintenant, donc ça, le rapport existe. OK. Maintenant, le cas un peu plus complexe, le rapport n'existe pas, mais il y a peut-être une couche sémantique qui existe, c'est ça? Alors, dans tous les cas, il sort des exemples de reports de couches sémantiques, mais on voit qu'à certains moments, c'est plutôt la couche sémantique qui est 100% parfaite plutôt que les reports. Donc si ici, je rajoute au niveau de mes livraisons de nouveaux objets, alors je vais rajouter par exemple au niveau de mes clients la ville. Hop, je rajoute la ville, j'affiche les résultats.
Je vais avoir sensiblement les mêmes résultats puisque j'ai rajouté un objet. Par contre, au niveau de mes reports, ici, je vois que je n'ai plus mon report avec ma coche verte. Je vois bien que mon aperçu de livraison, la ville, elle n'est pas présente dans ce report. J'ai d'autres exemples de report. Au niveau des sémantiques, j'ai par contre cette fois-ci des sémantiques qui couvrent correctement mon besoin. Là, comme tu le disais tout à l'heure, libre à un BI manager ou l'utilisateur de décider de partir d'un report qui ne couvre pas totalement de son besoin et de modifier le report, ou de partir d'un report tout neuf en utilisant la couche sémantique Delivery Overview qui, elle, couvre tous les besoins. Voilà. Donc ça aussi, on laisse libre cours à l'utilisateur ou au BI manager de décider par quel point d'entrée il préfère démarrer. Mais par contre, on lui donne des indications sur la facilité et la complexité pour le réaliser. On sait aujourd'hui qu'on a deux couches sémantiques, Order Book et Delivery Overview, qui correspondent 100% aux besoins. Donc on pourrait démarrer de ces deux couches sémantiques-là. Donc on parle de cette couche sémantique. Recette, il nous propose de la sémantique Order Book, couvre la totalité des éléments. Parmi les éléments de votre panier, ville, nom, date de livraison, quantité de livraison, il faut utiliser ces objets-là. Donc je prendrai ces objets-là pour faire mon rapport. Troisième complexité, il n'y a aucun rapport existe, il n'y a pas de couche sémantique existe, et là il va falloir que les BI managers, que les équipes de développement aillent plus loin dans la conception de cubes. Exactement. Donc là, là, du coup, on va descendre, on va prendre quelque chose, un objet, tiens, le mode de transport de ma route. Volontairement, pour cette démonstration, j'ai pris un objet, une étoile blanche. Pour un objet qui n'est pas utilisé dans une vue, dans un report, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y aura pas de report parfait à 100%. Je vois ici que le premier report qu'il me propose, il me propose de rajouter une dimension. Voilà. Donc c'est un report. Donc là, on se retrouve à mixer. Voilà. On mixe, il n'y a pas la ville, il n'y a pas le mode de transport, et en plus, il faut ajouter une dimension. Si je vais sur mes sémantiques, pareil, je vais avoir la même problématique. Donc là, je vais directement dans la partie un peu plus technique. Alors. Donc là, il me trouve des vues. Il n'y a pas de vues qui correspondent à 100%. Je vous l'ai dit, j'ai pris une étoile blanche, donc un objet qui n'est utilisé normalement dans aucune vue datamart. Voilà. Donc on donne le champ des possibles aux équipes de développement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs chemins itinéraires quelque part possibles. Oui. Donc c'est là, selon votre connaissance, selon ce que vous avez fait, selon les cubes déjà que vous avez créés, vous allez savoir avec lequel démarrer. Exactement. Admettons que je décide de démarrer avec le order book. Si je vais sur la partie colonne, il me dit que dans ce order book, les 4 premiers champs sont bien couverts, que le mode de transport, lui, n'est pas présent. Je peux aller voir en termes de lineage d'où il est. Ce mode de transport, il vient d'une table TVRO. Il l'a vu dans une dimension ici qui existe chez Shipment, mais par contre, il n'est pas relié. Vous voyez, il n'y a pas de flèche, là, il n'y a pas de lien. Donc, ça va être à moi, après, d'aller faire la jointure ou d'aller retrouver la combinaison. Et en termes de recettes, qu'est-ce qu'il va me proposer? De partir de l'objet principal des thèmes Order Book, de faire une nouvelle jointure avec la dimension Shipment Route, et attention, de remonter cette zone dans la dimension Shipment Route. Puisqu'aujourd'hui, il y a bien une vue qui est connectée à la table, mais la zone n'est pas remontée de la table dans la vue. Donc, il m'indique en fait tous les éléments à réaliser. Je peux copier ça dans mes spécifications. On peut rajouter du texte. Là, voilà. Mon propre commentaire pour mon développeur, pour mon équipe BI, pour peu importe la personne qui va développer. Donc, si j'ai bien compris, cet outil peut et doit être utilisé quand, à chaque fois qu'on fait des specs où il y a des utilisateurs fonctionnels et des BI managers, on va pouvoir utiliser cette interface-là, vérifier qu'est-ce que j'ai dans l'ensemble de toutes mes données, glisser, déplacer des objets, rajouter, avoir un bout de script qui te dit qu'il faut dans ce cas-là utiliser tel et tel cube et rajouter tel et tel champ, rajouter n'importe quel type de commentaires s'il faut les filtrer sur telle organisation, ligne de business, etc. Parce qu'on sait que dans la BI, il y a toujours plein de choses. Et on va comme ça faire un spec. Et donc, à la fin de la réunion, tout le monde est content. L'utilisateur, il sait exactement qu'est-ce qui va être fait. Le développeur, il a une ligne de conduite à suivre. Et derrière, voilà, on gagne. Et à nouveau, on accélère le développement des analytiques au sein des entreprises. Et on évite aussi la redondance de repartir à chaque fois de zéro, de recréer des vues et des reports. Si finalement, on a vu là qu'il y a une vue ou un report qui a 95% correspond à mon besoin. Tout à fait. Là, ici, je peux juste mettre mon démo. On sauvegarde les paniers. J'enregistre, voilà, je sauvegarde mon panier. Et si j'ai besoin à tout moment, je peux revoir ici mes paniers et retrouver mon panier. Je peux le réouvrir, il va me retrouver le résultat, il va me retrouver dans mes spécifications, vous voyez, avec mon commentaire. Donc voilà, je peux aussi enregistrer ce que je suis en train de faire pour ne pas le perdre. Vous allez voir. Très bien, super. Bon, ça, c'est vraiment notre Analytics Wizard. Et pour information, on est en train justement de faire avancer cette solution en rajoutant on est en train de tester des moteurs IA
Oui, pour faire tout à plus fait. de la recherche un peu en langage naturel Oui, et voilà. voir un peu comment on va pouvoir pousser cette offre-là pour que ça soit de plus en plus fluide et de plus en plus facile C'est de ça. lui poser des questions pour Oui, trouver des solutions. exactement. Merci Julien. Donc on a parlé de gouvernance, les managers, on centralise, on maîtrise le contenu des environnements, on a toutes ces fonctions de lineage, d'analyse d'impact. Côté utilisateur, on va pouvoir voir l'ensemble de tous les rapports, de les visualiser par métier, de pouvoir utiliser ce fameux Analytics Wizard pour être capable de construire et de faire des specs plus rapidement. Voilà, on a aujourd'hui une vingtaine de clients qui utilisent l'ensemble de nos plateformes RapidViews. Tout type de, voilà, on est un peu dans tous les secteurs. Aujourd'hui, bien sûr, plus aujourd'hui des clients SAP, même si on est en train d'ouvrir cette plateforme à des clients qui sont non SAP. Voilà, si on prend un cas concret d'un client, c'est un client allemand, alors on n'est pas censé dire son nom, c'est un gros client allemand qui fait des semi-conducteurs. Ils ont acheté notre plateforme que pour centraliser les centaines de CDS Views qu'ils ont développés sur du S4HANA. Ils utilisent du Power BI, du Tableau et du Webi. Donc, on voit bien que c'est très vite des clients. Ils ont très vite 2-3 clients, 2-3 outils de reporting, plus toute cette complexité de CDS Views. Eh bien, ils utilisent notre solution et notre plateforme pour gérer centraliser, documenter et être capable d'avoir un référentiel propre sur ce qui a été développé. Un autre cas, Souci Group, société canadienne, eh bien, on a développé dans toute la partie content et derrière ça, ils ont aussi des fonctions, ils utilisent tous les jours ces search et ces fonctions data lineage pour trouver qu'est-ce qui est à disposition dans cet outil-là. Voilà. N'hésitez pas, le meilleur moyen de tester notre outil, c'est de faire des POC. C'est très facile, ça prend une demi-journée. On aspire, on met à disposition, c'est ça, un bout de connecteur chez vous pour aspirer vos Webi et vos sacs et vos rapports. Et c'est un outil à nouveau, on aspire que de la metadata. Donc en termes de sécurité de RGPD, c'est très simple. On centralise l'ensemble de vos informations dans notre référentiel et puis on vous le met à disposition et vous voyez comment ça fonctionne et quel est à nouveau l'avantage que vous pouvez en tirer. Donc c'est très facile de faire des POC sur cette partie-là, c'est très rapide. Merci bien, on a toute une série de livres blancs, n'hésitez pas, hein, on a des livres blancs sur notre site internet, sur l'ensemble de tous ces composants. Vous les trouverez très facilement. On a des partenaires aussi avec qui on travaille un peu partout en France et en Europe. Donc n'hésitez pas bien entendu à nous contacter ou les contacter. Voilà, merci à vous. Il est 50 à peu près. 55, tout à fait. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a eu des questions déjà, je suis en train d'ouvrir l'outil de chat là, pour lister les questions qui ont été posées. Alors, questions. Alors, première question. Est-ce que le data lineage permet également de voir dans quels indicateurs un champ est utilisé et par qui? Alors non, on a la possibilité de voir, oui, dans quel indicateur un champ est utilisé en termes de lineage. Donc on peut voir, par exemple, là, tout à l'heure, j'ai fait des exemples sur la table LIKP, mais j'aurais pu prendre un objet, une quantité dans les tables de commande, par exemple. Donc je peux savoir où est-ce que ce champ-là est utilisé partout. Par contre, je ne sais pas par qui. Puisqu'aujourd'hui, je ne remonte pas la sécurité de votre outil de reporting ou qu'est-ce qui a été configuré en termes de sécurité. C'est une demande qu'on a mis aujourd'hui dans notre, on va dire, dans notre to-do list un peu de roadmap, c'est une demande qu'on a quand même qui revient fréquemment, de savoir un petit peu en termes de sécurité sur l'outil derrière qui a accès au report ou pas. Ça, on y réfléchit. En gros, il faudrait quoi? Il faudrait être capable de savoir quand les gens se connectent au rapport. C'est-à-dire que nous, alors, pas que les gens se connectent au rapport, c'est-à-dire que nous, au moment où on importe le report, il faudrait voir en termes de sécurité dans la plateforme, qu'est-ce qui a été mis comme sécurité pour savoir à qui on a octroyé l'accès d'ouvrir ce report sur la plateforme. D'accord. Ok. Comment le Smart Repository est-il connecté à votre système, votre référentiel là? Oui, là on parle de la plateforme. Oui, le repository là. Cette plateforme aujourd'hui, on a un petit utilitaire qui est à déployer sur un poste de travail
Sur cet utilitaire, par exemple, quand on veut se connecter à SAP, on rentre l'URL du serveur SAP, un login, un password SAP, et cet utilitaire, le Minority Extractor, génère un fichier JSON ou XML, donc l'export, entre guillemets, des métadatas de votre environnement. C'est ce fichier après qu'il faut drag and dropper dans notre plateforme. Aujourd'hui, la connexion n'est pas directe. On n'a pas voulu, en termes de sécurité, faire une connexion directe entre l'outil cloud et vos systèmes. On a développé un petit utilitaire que vous déployez chez vous et qui génère des fichiers en fait avec contenant les metadata. C'est pareil pour les outils de reporting. Comment gérez-vous la sécurité de cet outil? Alors aujourd'hui, c'est un outil cloud, donc il y a une notion de login password. Donc un client qui va prendre par exemple 5 accès à la plateforme, on va lui générer donc 5 accès, 5 login password. Il a la possibilité lui aussi de créer et de manager les utilisateurs dans l'interface. Je ne l'ai pas montré dans ma démo, mais il y a une interface de management des utilisateurs. Et après, on peut gérer les droits aussi, de savoir quel utilisateur a accès au business catalog, au search, au lineage, au analytics hub. Si j'ai modifié des vues CDS View, est-ce qu'on peut les voir dans votre outil? Alors oui, si vous les avez modifiés sur votre système, comme je vous l'ai dit, vous exécutez notre petit utilitaire sur votre poste, vous téléchargez les vues dans le fichier JSON ou XML, et ensuite vous le drag and droppez dans l'interface. Automatiquement, on recharge les dernières modifications. Automatiquement, notre interface fait le delta. Elle ne va pas charger la totalité des vues dans la plateforme. Si jamais il y a des vues qui n'ont pas bougé, elle ne les chargera pas. S'il y a des vues qui ont bougé, elle vous proposera, elle vous affichera la modification et à vous de valider que vous mettez bien à jour la vue dans la plateforme. Pour Power BI, cela fonctionne-t-il pour les rapports paginés? C'est une bonne question. Normalement, oui, puisqu'aujourd'hui, en fait, on va extraire les reports de la plateforme Power BI via l'outil client, et c'est ensuite sur le poste de travail que notre utilitaire travaille pour justement cartographier les métadatas. Je poserai la question. C'est des rapports paginés, c'est des rapports spécifiques à... C'est des rapports spécifiques en fait. Chez Power BI, tu as le rapport classique qu'on va faire dans l'interface web, un peu data, on appelle ça de la data vise. La partie rapport paginé, c'est un petit peu comme les Crystal Reports à l'époque sur Business Objects, c'est des rapports très, très figés, très, très spécifiques, où on a une mise en page particulière. On prend le point. Oui, je prends le point pour le valider, mais pour moi, normalement, oui, on est ça fonctionne de la même manière. Puis charger des données à partir de plusieurs systèmes, développement, production. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a même, je ne l'ai pas montré dans ma démonstration, mais on a la possibilité de versionner les référentiels. Donc je pourrais imaginer charger dans mon référentiel que j'ai appelé dev les vues de mon système de dev et charger dans le référentiel que j'ai appelé prod les vues que j'ai dans mon système de prod. Et au niveau de la barre de recherche, j'ai un petit curseur qui me permet de sélectionner sur quel référentiel je recherche, si bien entendu j'ai configuré plusieurs référentiels dans mon interface. Comment vous intégrez les cubes BW? Alors exactement de la même manière, toujours ce petit outil, ce Minority Extractor, que je déploie sur un poste de travail chez le client, et je vais sélectionner à quel type de source je veux me connecter. Dans ce cas de figure-là, c'est une source ABAP BW. Pareil, je vais rentrer l'URL, le login, le password de BW de connexion au système. Il va générer un fichier XML ou JSON qu'après je vais drag and dropper dans la plateforme. Le principe reste le même. BW aujourd'hui, on peut, parce qu'on a une V1 et on est aussi en train de travailler sur une V2. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus en termes de BW? Il y a différents, ça peut être très complexe BW. Tout à fait. Aujourd'hui, BW, il y a plusieurs types d'objets. Il y a le BW historique 7.5, il y a le BW Onana, il y a le BW Forana. Il y a des types d'objets différents. Il y a des composite providers, des ADSO, des DSO. Donc aujourd'hui, voilà, on a une partie des objets sont couverts par notre connecteur. Et plus nos releases avancent et plus les versions avancent, et plus on couvre de types d'objets côté BW. On a aussi des objets BW spécifiques où on crée les clients vraiment un spé de A à Z. Ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de les gérer, mais on travaille pour avancer et les gérer. Comment configure-t-on les domaines métiers et données associées utilisées dans les recherches? Exemple, savoir qu'il s'agit de commande, numéro de commande. Alors aujourd'hui, on a l'interface d'administration. Alors, quand vous chargez les données dans votre référentiel, elles sont toutes chargées de manière brute. Donc, je peux faire des recherches sans filtrer par le domaine métier, je vais trouver. Par contre, pour avoir dans la barre de filtre les domaines métiers, je vais devoir, dans l'administration du business catalog, justement, configurer quels objets je vais mettre dans le métier. Donc, je crée ma catégorie, ou commande, ou achat, ou stock, et derrière, je décide par drag and drop les objets que je vais mettre. Les objets que tu associes à ça. On va avoir une fonctionnalité qui va permettre de faciliter le travail, qui va marcher par source. Si je drag and drop une source telle que 3 tables,
tous les objets qui utilisent cette ressource vont pouvoir être automatiquement associés aussi à cette catégorie-là. On facilite quand même la création de ce business catalogue. Nous, aujourd'hui, on considère voilà, que quand on a des nouveaux clients, en une demi-journée, on a configuré le business catalogue sur un client. Peut-être complément de la question précédente, comment sont distingués les types de données transactionnelles, KPI, master data, objet? Alors ça dépend en fait de la typologie de l'objet dans le système source. Tout ce qui est KPI, c'est un objet de type calculé. Tout ce qui va être calculé avec un type numérique. Tout ce qui est master data, c'est un objet de type justement qui n'est pas numérique, de type dimension. On voit que quand on charge des calculations de vue, des CDSU et des typologies de vue, des vues de type star join, des vues de type dimension, des vues de type cube. Donc il y a ça aussi qui nous donne une indication pour le cartographier. D'accord, donc on utilise aussi cette fonctionnalité-là. Voilà, et c'est aussi une information que vous pouvez administrer dans le référentiel. Vous pouvez aussi repasser dans l'administration des vues et changer la typologie d'une vue si jamais elle ne vous convient pas. Mais par défaut, on a essayé de mettre en place des règles pour faciliter l'import des données par défaut, afin qu'un client qui charge pour la première fois ces données puisse très rapidement les utiliser. Après, bien entendu, vous allez pouvoir personnaliser et aller un peu plus loin dans la spécification, mais déjà par défaut, au moins, les données sont au premier chargement utilisables. D'accord. Très bien. Il est 12h02. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va en rester là. Écoutez, merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Merci d'avoir posé pas mal de questions. N'hésitez pas à nous challenger. C'est très facile de faire à nouveau un bout de prototype sur vos données. C'est clairement le meilleur moyen de tester la valeur de notre solution. Merci à vous et à très bientôt. Merci Julien pour tes démos. Merci. Au revoir. Au revoir.